Un juge arrogant se moque d'un vieil homme noir en pleurs au tribunal, mais n'a aucune idée de qui est sur le point d'entrer. La salle d'audience était étouffée par un air froid, celui que seuls les vieux bâtiments et les systèmes judiciaires anciens pouvaient reproduire. Il enveloppait les bancs de bois, grimpait le long des piliers de marbre et semblait s'installer dans les os de tous les présents. Une odeur de papier vieilli et de café amer s'imprégnait de la pièce comme du moisi. Tout ici murmurait que le temps avait passé, que la justice ici n'avançait pas, mais tournait en rond, fatiguée et recyclée. Les murmures s'éteignirent lorsqu'il entra, grand, silencieux, vêtu d'un costume marron délavé qui semblait avoir 10 ans de trop, les poignets effilochés, le tissu aminci au coude. Ses chaussures, cirées mais craquelées, claquaient doucement sur le sol en pierre. Sa barbe était grise, par endroits inégales, et ses lunettes, dont le bord était bombé, pendaient de travers sur son visage. Il ne marchait pas comme un homme cherchant à prouver quoi que ce soit. Il marchait comme quelqu'un qui a porté trop de choses pendant trop longtemps. Il s'appelait Ézéchiel Darnell, un concierge de 74 ans, originaire de Caroline du Sud, et c'était son jour au tribunal, non pas pour observer, non pas pour témoigner, pour être jugé. Il marqua une pause juste avant d'atteindre la table de l'accusé, une main tremblante agrippant brièvement le dossier en bois de la chaise. Sa respiration était superficielle, de celles qui emplissent à peine les poumons. De l'autre main, il serrait une pile de notes manuscrites, des papiers froissés, légèrement jaunis, pliés et repliés trop souvent. L'encre avait coulé à quelques endroits, là où la sueur ou les larmes, ou peut-être les deux, avaient brouillé les lignes. Il s'assit sur la chaise avec une lenteur et une précaution réfléchies, comme s'il craignait qu'elle ne s'effondre sous lui. Autour de lui, le bruit des papiers froissés et des voix murmurantes reprirent, bas et indifférents, comme s'il n'était qu'un homme brisé de plus, passant par le système. L'accusation était claire. Agression d'un policier lors d'une expulsion. L'accusation avait du poids, surtout dans une salle d'audience comme celle-ci. L'accusation l'avait dépeinte comme un accès de violence d'un vieil homme amer qui refusait d'obéir aux ordres de la justice. Mais ce que le public n'avait pas vu et que le tribunal avait choisi d'ignorer, c'était qu'Ézéchiel avait été plaqué au sol lorsqu'il avait demandé 5 minutes supplémentaires pour rassembler les affaires de sa défunte épouse, des photos, une Bible, un collier qu'elle portait tous les jours depuis 40 ans. Aucune vidéo n'avait été diffusée au tribunal malgré l'obligation légale de la caméra piéton de l'agent d'expulsion. Ces images avaient dysfonctionnement, selon l'accusation. Une erreur technique, selon eux, effaçant commodément la seule trace visuelle de la confrontation. Le juge Leonard B. Groves était assis à son siège comme un homme accablé par l'autorité et non par la responsabilité. Sa robe était trop serrée autour du cou. Ses bajoux rougis par le désintérêt. Homme boursouflé à l'air dédaigneux, il leva à peine la tête pour saluer l'entrée d'Ézéchiel. Pour lui, ce n'était pas un procès. C'était une formalité. Il avait déjà vu des cas comme celui d'Ézéchiel. Pauvre, noir, impuissant. Il connaissait déjà le dénouement. Le tribunal n'était pas un lieu de justice ici. C'était un lieu où des histoires comme celle d'Ézéchiel finissaient par mourir, enfouies sous le jargon juridique et les dossiers clos. Le juge Groves jeta un coup d'œil au rôle avec l'amusement détaché de quelqu'un qui feuillette un mauvais roman. Encore une affaire d'expulsion. Encore une respiration perdue. Ézéchiel était représenté par Miles Jensen, un avocat commis d'office fraîchement sorti de l'université, qui lui avait été assigné à la dernière minute. Le garçon ne devait pas avoir plus de 25 ans. Son costume était trop grand, sa cravate un peu trop vive, et ses doigts tremblaient nerveusement chaque fois qu'il remuait ses notes. Il semblait encore en train de se souvenir de tout ce qu'il avait appris à l'école, essayant de se remémorer un drame judiciaire qu'il avait vu un jour dans une chambre universitaire. Il regarda à peine Ézéchiel, murmurant une stratégie juridique. Les paroles du jeune homme étaient empreintes d'incertitude, son regard se portant nerveusement vers la table de l'accusation. Face à eux était assis Warren Bishop,
le procureur, un homme plus connu pour ses aspirations politiques que pour son sens de la justice. Sa réputation le précédait, un personnage suffisant et calculateur, doué pour enterrer les affaires qui menaçaient le statu quo. Il se tenait comme quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot « non » de sa vie. Ce que peu de personnes présentes au tribunal savaient, c'est que Bishop avait des liens familiaux avec l'agent qu'Ézéchiel aurait agressé. Ce n'était pas un hasard s'il s'était personnellement intéressé à cette affaire. Il s'agissait de contrôler les choses, de veiller à ce que rien ne ternisse l'image des forces de l'ordre dans leur paisible ville du Sud. Dès le début, l'affaire avait été biaisée. Les témoins qui avaient tenté de témoigner avaient mystérieusement cessé de répondre aux appels. Les dépositions avaient été annulées. Un voisin, M. Patterson, qui avait filmé une partie de la rencontre avec son téléphone, s'était vu confisquer son appareil lors d'un contrôle routier de routine il y a 2 semaines, coïncidence, juste après avoir accepté de témoigner. Les images n'avaient jamais été restituées. Aucune explication n'avait été donnée. La trace écrite s'était évanouie comme de la fumée. Ézéchiel savait tout cela. Il n'était pas naïf. Il avait vécu assez longtemps pour comprendre à quelle vitesse la vérité pouvait être enterrée. Mais il n'était pas venu au tribunal en espérant l'équité. Il était venu parce que c'était la seule option qui lui restait. Et pourtant, il était assis, non pas comme un homme résigné à son destin, mais comme quelqu'un qui avait placé tout son espoir dans quelque chose d'invisible. Tandis que le procès s'engageait péniblement, que les objections étaient soulevées et rejetées, que les détails de procédure étaient débattus avec plus de passion que l'être humain qui les animait, Ézéchiel était assis tranquillement à la table, les yeux souvent fermés. Il ne dormait pas, il se souvenait ou attendait. De temps à autre, il ouvrait le carnet qu'il avait apporté, non pas pour le lire, mais pour s'assurer qu'il était toujours là. Entre les pages se trouvait la copie carbone d'une lettre, une seule. 2 semaines plus tôt, il l'avait écrite à la main à la table de la cuisine de la pension où il louait une chambre. Les lumières vacillaient au-dessus de sa tête et le chauffage grésillait dans les murs, mais il était resté éveillé toute la nuit à écrire. Il n'avait pas appelé. Il n'avait pas envoyé d'email. Il savait que sa seule chance était le papier, quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait encore avoir du poids quand les mots n'en auraient plus. Il l'envoya le lendemain matin, sans numéro de suivi, sans garantie qu'elle soit lue. Mais il l'envoya quand même, ni à un avocat, ni à un journaliste, à une personne, quelqu'un qui portait autrefois son nom, quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis 16 ans. La salle d'audience bourdonnait, un huissier étouffa un bâillement, un juré regarda l'heure, et Ézéchiel resta assis, les yeux fermés, écoutant non pas l'accusation mais l'écho de ses souvenirs. Il se souvint du garçon qu'il avait élevé, un garçon avec du feu dans les yeux et une ambition trop grande pour leur petite ville. Un garçon parti le lendemain de la mort de sa mère, brisé par le monde, par la pauvreté, par le système qui leur avait volé leur maison la première fois. Ézéchiel ne s'était jamais pardonné de l'avoir laissé partir, ni de ne pas l'avoir rappelé, mais dans la lettre, il n'avait pas demandé pardon. Il avait seulement demandé sa présence. Il ne voulait pas être sauvé. Il avait juste besoin de quelqu'un dans la pièce qu'il croit. Quelqu'un qui se souvenait de qui il était avant que les années ne gravent des rides sur son visage et le silence dans son âme. Alors il attendit. À travers chaque déclaration accablante, chaque requête rejetée, chaque roulement des yeux du juge Groves, Ézéchiel attendait. Non pas le verdict, mais quelqu'un. Une porte à ouvrir, un pas à franchir. Et jusque-là, il resterait assis tranquillement dans cette salle d'audience froide et rigide où la justice avait depuis longtemps cessé de respirer. 2 semaines avant le procès, sous le bourdonnement stérile des néons d'un bureau du renseignement naval sur la côte Est, une enveloppe fermée reposait sur le bureau du commandant Elijah Darnell. Au milieu de documents classifiés, de photos satellites et de briefings cryptés, l'enveloppe se détachait comme un fantôme d'une vie depuis longtemps enfouie.
Elle était adressée à la main, d'une écriture faible et tremblante, oblitérée de Caroline du Sud. Pas d'adresse de retour. Elijah la fixa pendant plusieurs minutes avant de saisir son coupe-papier avec la même précision qu'il utilisait sur le terrain. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier ligné plié, jauni et légèrement taché, comme si l'auteur l'avait serré trop fort en écrivant. Ce n'était pas long. Juste un message tremblant, direct et brut, écrit au stylo à billes. « Je n'ai pas fait ce qu'on me dit. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. J'ai juste besoin de quelqu'un dans la pièce qui me croit. Ta mère a toujours dit que tu deviendrais une tempête. Peut-être que ce vieux fou aurait besoin d'un peu de pluie. Pas d'excuses, pas d'explication pour le silence, pas d'invitation à la réconciliation. Juste l'appel d'un homme qui avait autrefois tenu comme du granit dans l'enfance d'Elijah et qui, tout aussi silencieusement, s'était effondré après la mort de sa femme. Elijah le lut une douzaine de fois. Chaque fois, sa vision s'attardait davantage sur la dernière phrase. Le papier resta dans sa main, tandis que des souvenirs, longtemps comprimés dans des coffres mentaux, commençaient à filtrer par les fissures. Sa mère fredonnant en pliant le linge, le son des rires à l'heure minuscule table de cuisine, la façon dont son père avait autrefois regardé sa mère comme si elle était faite de verre et de lumière. Mais vinrent ensuite les souvenirs ultérieurs, les menaces d'expulsion, les voitures de police, la façon dont son père avait cessé de parler après que le cancer eut emporté sa femme en silence, les lettres du tribunal. Le jour où Elijah a fait son sac de sport à 18 ans et est parti sans un regard en arrière. Il a replié le mot, plus serré cette fois, comme pour tenter de contenir le passé. Mais il ne tenait pas plié, pas après ce qu'il avait lu. Il a demandé une permission d'urgence ce soir-là. Le protocole exigeait une autorisation à 3 niveaux de commandement. La première demande a été refusée sans explication. La seconde a été signalée par les affaires internes. À la 3e tentative, Elijah a compris que quelque chose n'allait pas. Les officiers supérieurs ont commencé à lancer de vagues avertissements en langage militaire. Des phrases comme « mauvaise affectation des ressources prioritaires » et « voyage inapproprié dans le contexte de sécurité actuel ». Ce n'était pas seulement de la bureaucratie. Quelqu'un ne voulait pas de lui en Caroline du Sud. Ce qui n'était au départ qu'un soupçon s'est transformé en certitude lorsqu'Elijah a découvert que le sénateur Warren Rollins avait été informé de sa demande de permission. Ce même Rollins, dont le patrimoine familial comprenait des contrats avec la South Carolina Housing Authority. Le même homme dont les déclarations financières le liaient à une société de sécurité privée chargée de superviser les expulsions dans l'État. Elijah avait franchi trop de frontières au cours de sa carrière pour ne pas reconnaître une manœuvre coordonnée. Il n'était pas seulement bloqué, il était mis en cage. Les appels téléphoniques vers l'aide juridique locale furent soudainement redirigés. Un informateur confidentiel en qui Elijah avait eu confiance se tut. Un de ses anciens subordonnés l'avertit que 2 de ses appels sortant vers la Caroline du Sud avaient été signalés et transcrits. Le message était clair. Ne bougez pas. Mais Elijah avait passé sa vie à affronter les tempêtes. Celle-ci était personnelle. De retour au palais de justice du comté de Columbia, l'air était sec comme du papier. Le juge Leonard B. Groves était penché sur son banc comme un homme qui regarde la rediffusion d'une sitcom éculée. Ézéchiel était assis, voûté, plus petit qu'il ne l'avait jamais été, les mains jointes sur ses notes comme un bouclier. Sa voix s'était brisée lorsqu'il avait tenté d'expliquer ce qui s'était passé le jour de l'expulsion. Il avait demandé 5 minutes de plus, juste 5, pour rassembler les affaires de sa défunte épouse. Selon Ézéchiel, l'officier l'avait jeté au sol, dispersant le carton contenant ses effets personnels et renversant l'urne. Les cendres de la victime avaient explosé sur le tapis comme une brume grise. Il n'avait pas crié, il n'avait pas riposté. Il avait simplement dit « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » La salle d'audience résonna d'une moquerie contenue. L'accusation se pencha en arrière, les bras croisés, un sourire qui ne lui parvint jamais aux yeux. Le défenseur public Miles Jensen semblait sur le point de vomir,
le visage vidé de tout idéalisme juvénile. Ézéchiel, à la table de la défense, tremblait en serrant ses déclarations. Au moment où il commença à raconter la dispersion des cendres, un ricanement s'échappa de l'un des huissiers. C'est alors que le juge Groves se pencha en arrière, ricana bruyamment et agita la main comme pour chasser un nuage de moucherons. « Oh, s'il vous plaît !» l'interrompit-il d'une voix lourde de moquerie. « Gardez le feuilleton pour la télévision de jour. Vous vous attendez à ce que ce tribunal croie qu'un concierge de 74 ans s'est fait plaquer pour avoir été trop émotif? Grandissez, monsieur. » Les épaules d'Ézéchiel s'affaissèrent. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun mot ne sortit. Il se replia sur lui-même, tel un bâtiment qui s'effondre sous une lente démolition. La salle résonna de rires légers, provenant principalement du fond, où des officiers étaient assis en uniforme, les bras croisés, les lèvres pincées en un ricanement. Jensen baissa les yeux, les doigts repliés sur son bloc-notes. Aucune objection, aucun mouvement, juste le silence. Même la sténographe marqua une pause, comme si elle se demandait si ce qu'elle enregistrait était encore de la justice. Puis, les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement dans un bruit de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent. Des bottes frappèrent le sol avec une précision délibérée, leurs talons claquant sur le marbre dans un claquement qui réduisit la salle entière au silence. Une silhouette apparut, plus grande que la plupart, vêtue d'un uniforme militaire complet, les boutons scintillant sous les lumières du tribunal. Des médailles scintillaient sur un coffre sculpté par des années de service et de sacrifice. Le commandant Elijah Darnell était arrivé. Il scruta la salle sans hésitation, une seconde sur l'accusation, une seconde sur le juge Groves, puis directement sur la table de la défense. Il avançait avec un calme étrange, les épaules carrées, les yeux fixes, chaque pas résonnant comme un marteau. Personne n'osait parler. Personne n'osait bouger. Il passa devant chaque officier, ricanant, devant l'huissier aux lèvres pincées, devant le sténographe médusé, et s'arrêta près de la silhouette frêle de l'homme qu'il avait autrefois porté sur ses épaules. Ézéchiel ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Un léger sourire éclaira son visage fatigué, presque comme le murmure du vent avant la tempête. « Je vous avais bien dit que la tempête arrivait, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Et la salle d'audience, l'espace d'un instant, oublia comment respirer. L'heure suivante se déroula comme un thriller judiciaire trop serré, la tension étant si forte que chaque craquement du vieux parquet du palais de justice résonnait comme un verdict. Elijah se tenait droit à la table de la défense, le bas de son uniforme bleu marine tranchant sur le bois terne. Il se déplaçait avec une précision chirurgicale, les yeux rivés droit devant lui, sans jamais jeter un coup d'œil à la galerie stupéfaite ni à la rangée d'officiers qui s'agitaient nerveusement sur leurs sièges. Sa présence n'était pas seulement imposante, elle était chirurgicale, comme un scalpel tranchant des décennies de mensonges. La clé USB qu'il sortit était petite, sans prétention, et pourtant son poids était tectonique. Il la posa sur la table à côté de l'avocat commis d'office avec une autorité tranquille. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle était tranchante. Une déclaration, pas une suggestion. Une preuve, pas une opinion. Il les informa de son contenu. Des images qui n'avaient jamais été consignées dans les registres officiels, interceptées après la saisie discrète du téléphone de M. Patterson lors d'un contrôle judiciaire dit de routine. Des images que les affaires internes n'avaient jamais enregistrées, jamais reconnues, et dont personne ne voulait qu'elles soient vues. Miles Jensen, qui semblait un enfant perdu dans une guerre d'hommes quelques instants plus tôt, retrouva enfin ses marques. L'énergie d'un véritable avocat commença à émerger tandis que le vent tournait à ses côtés. Sa voix resta ferme lorsqu'il s'adressa au tribunal, réclamant un examen immédiat des nouvelles preuves. La requête avait plus de poids qu'elle n'aurait dû, en raison de ceux qui la soutenaient. Elijah n'apporta pas seulement la vérité, il engendra des conséquences. Et pour la première fois ce matin-là, la salle d'audience n'entendit pas seulement une défense, elle entendit une résistance.
Le juge Groves tenta de reprendre ses esprits, troublé et le visage rouge. Il se pencha en avant comme si la proximité pouvait restaurer son autorité, balbutiant des questions sur la chaîne de possession et la recevabilité. Mais Elijah n'en avait pas fini. Son geste suivant fut précis et fatal, une déclaration sous serment signée par un officier à la retraite du comté voisin. Cette déclaration identifiait le greffier, un jeune homme discrètement installé au palais de justice, comme le neveu de l'officier Troy Danvers, celui qui avait supervisé l'expulsion d'Ézéchiel. Les implications le frappèrent comme un coup de poing au ventre. Un conflit d'intérêts était problématique. 2. Une infection. Les rires, qui avaient auparavant contaminé la salle d'audience, s'étaient évanouis. Les spectateurs se penchèrent en avant, stupéfaits. Les journalistes griffonnèrent. Même les officiers assis au fond se redressèrent, incertains de la tournure que prendrait la situation. Le juge Groves s'éclaircit la gorge, marqua une pause plus longue que nécessaire, puis demanda finalement une suspension d'audience. Il ne quitta cependant pas le tribunal. Il resta assis là, immobile, la mâchoire serrée, chuchotant à son huissier, une main se protégeant la bouche. L'huissier hocha la tête et sortit rapidement. Pendant ce temps, Elijah suivit son père dans le couloir. Ézéchiel avançait lentement, les jambes hésitantes, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Non pas de confiance, mais de clarté. Pour la première fois depuis son entrée au tribunal, il se tenait debout comme quelqu'un qui avait du renfort. Non pas le renfort d'un soldat, mais celui d'un fils. Une tempête, comme disait sa femme, qui brisait maintenant des murs conçus pour ne jamais bouger. Le couloir était sombre, éclairé par des ampoules usées et strié d'ombre provenant d'étroites fenêtres. C'est là que se déroulait l'embuscade suivante. 2 hommes en costume noir impeccablement coupés sortirent du couloir latéral comme s'ils attendaient. Pas de présentation, pas de salutation, juste l'efficacité tranquille d'hommes habitués à opérer au-dessus des lois et sous surveillance. Le premier homme était grand, large, grisonnant aux tempes, mais d'une jeunesse déconcertante. Il se présenta comme le général Howard Markson, ancien chef de la sécurité du Pentagone, qui portait encore le poids de son ancien titre comme une arme. Le second, plus mince et plus fluide dans ses mouvements, acquiesça d'un hochement de tête. Conseiller spécial Alfred Blight, un nom qu'Elijah reconnut instantanément. Ambitieux, toujours à 2 doigts d'une campagne présidentielle. Un homme à tout faire aux dents pointues et à la langue bien pendue. Ils ne s'embarrassèrent pas de civilité. Ils allèrent droit au but. Elijah avait le choix. S'éloigner maintenant, et son père partirait aussi, pas de presse, pas de bruit, pas de représailles. La vidéo disparaîtrait dans un dossier scellé, la déclaration sous serment perdue dans les arriérés procéduraux, et le nom d'Ézéchiel serait discrètement blanchi. Le système ne perdrait pas la face, et Elijah pourrait retourner à son poste sans s'en mêler dans le réseau de corruption qui gisait sous la façade de marbre du tribunal. Elijah écoutait, la mâchoire serrée, les yeux fixes. Il entendait chaque mot, lisait entre chaque ligne. L'accord n'était pas une question de justice, mais une question d'apparence, de maintenir les vieux rouages graissés et non examinés, de protéger les réseaux qui avaient transformé l'expulsion en business, les procès en théâtre, et des hommes comme son père en statistiques. Quand il répondit enfin, sa voix était basse, presque pensive. Mais il y avait du fer sous la main. Non, leur manigance ne l'intéressait pas. Il n'avait pas traversé le pays en avion, ne s'était pas battu pour une permission refusée, n'avait pas intercepté une chaîne vidéo corrompue pour faire des transactions dans un couloir. Il n'était pas venu pour négocier. Il était venu pour dénoncer. Il leur rappela que ce qu'il craignait n'était pas seulement sa position ou sa réputation, c'était ce qu'il savait, ce qu'il avait déjà transmis, car il n'était pas venu seul, pas vraiment. Le travail de renseignement ne s'arrêtait pas à la porte d'un tribunal. Les dossiers circulaient, des déclarations avaient été recueillies, des journalistes étaient prévenus. Il avait des imprévus, même s'il était mis à l'écart, s'il disparaissait, la vérité ne partirait pas avec lui. Markson plissa les yeux. Blythe lui lança un mince sourire qui ne l'atteignit pas. Le silence entre eux s'épaissit,
le poids de structures de pouvoir séculaires se heurtant à la détermination d'un homme seul et inflexible. Elijah ne recula pas. Au contraire, il se rapprocha, non pas physiquement, mais en présence. Un avertissement tacite flottait dans l'air. La prochaine étape ne leur appartiendrait pas. De retour dans la salle d'audience, l'équipe technique tâtonna avec le lecteur, le branchant nerveusement. L'écran s'alluma, s'arrêtant 1 seconde avant le chargement de la vidéo. Le silence se fit dans la salle. Seul le vrombissement discret du projecteur et le balancement du poids sur les bancs, tandis que les gens se penchaient. La vidéo commençait avec Ézéchiel debout sur son porche, les mains levées en signe de reddition, parlant calmement, demandant seulement à récupérer l'urne de sa femme et une photo. Il ne menaça pas. Il ne résista pas. Il fut accueilli avec agressivité. Un agent, le visage à moitié voilé, s'avança et le repoussa en hurlant des mots indignes d'un badge. Puis le coup de pied. L'urne s'écroula, les cendres se dispersèrent, le cadre se brisa. Des exclamations de surprise éclatèrent. Une jurée se couvrit la bouche. Une jeune femme dans la galerie essuya des larmes silencieuses. Même la mâchoire de l'huissier se crispa visiblement. Il n'y avait aucune ambiguïté. Pas de place pour la manipulation. La vérité ne murmurait pas. Elle rugissait. Le juge Groves fixa l'écran comme un fantôme, puis jeta un nouveau coup d'œil à la déclaration sous serment. Il paraissait plus âgé, sa robe plus lourde, son autorité s'effilochant. Il ne frappa pas du marteau. Il n'aboya pas d'ordre. Il déclara simplement l'audience suspendue, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Dehors, l'air était différent, survolté. Les journalistes composaient déjà des numéros de téléphone. Les murmures devenaient les gros titres. Mais Elijah ne s'arrêta pas pour savourer ce changement. Il se tenait aux côtés de son père, silencieux, comme un mur de force. Quoi qu'il advienne, ils l'affrontèrent de front. Pas de porte dérobée, pas d'ombre. Les lumières avaient été allumées. Le lendemain, la salle d'audience était emplie d'une énergie qui crépitait dans l'air, un changement indéniable que l'on ressentait au plus profond de chaque spectateur. Les caméras de télévision étaient alignées à l'extérieur, leurs objectifs prêts à capturer le drame qui se déroulait. La vidéo, celle qui avait révélé la vérité, la violence, la corruption, avait fuité et avait embrasé la ville. Dehors, les manifestants envahissaient les rues en scandant des slogans, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Ézéchiel » et « Combien d'autres ?» Le message était clair. Les gens en avaient assez. Ézéchiel Darnell n'était plus seulement un concierge de 74 ans pris dans un tissu de mensonges. Il était un symbole, un cri de ralliement. Et le juge Groves, l'homme arrogant qui avait ri au nez d'Ézéchiel et raillé sa souffrance. Son emprise sur l'affaire, le pouvoir qu'il pensait détenir, s'effritait de minute en minute. Lorsque Groves entra dans la salle d'audience le lendemain matin, son visage était pâle, son assurance habituelle vacillant. Les regards de la presse, des spectateurs et des avocats le transpercèrent. Il s'éclaircit la gorge, tentant de reprendre le contrôle, mais il était trop tard. Le mal était déjà fait. Ce tribunal a été induit en erreur, dit-il d'une voix légèrement tremblante, mais avec une défiance intacte. On ne nous a pas donné toutes les preuves. Elijah Darnell se leva. Sa présence dans la salle d'audience était imposante, sa silhouette imposante, mais c'est sa voix, tranchante, brute et pleine d'une conviction indéniable, qui attira l'attention de tous. Vous n'avez pas été induits en erreur. Vous avez ignoré ce que vous ne vouliez pas voir. Le silence s'installa dans la salle d'audience. Ce n'était pas une simple réfutation, c'était la vérité. Mise à nu d'une manière qui ne laissait place à aucune excuse. Malgré toutes les fanfaronnades de Grove, le moment était venu où le monde pouvait le voir tel qu'il était vraiment. Les accusations contre Ézéchiel furent abandonnées sans tambour ni trompette. C'était presque décevant après la tempête d'émotions et de vérité qui avait éclaté. Mais Ézéchiel n'en avait pas fini. Il n'avait aucune envie d'en rester là, aucune envie d'une résolution rapide. Ce combat ne le concernait pas seulement.
Il s'agissait de tous ceux qui avaient été opprimés, marginalisés, mis de côté par un système qui s'était trop complaisant dans sa cruauté. Une plainte civile fut immédiatement déposée et, grâce au conseil et au soutien d'Elijah, l'affaire ne se concentra pas uniquement sur le policier qui avait renversé l'urne funéraire de la femme d'Ézéchiel. Non, elle s'attaqua à toute la chaîne de corruption, du chef de la police au responsable du logement, en passant par le sénateur Rollins, qui avait tenté d'étouffer l'affaire d'Ézéchiel sous son influence. Ce qu'il ne s'attendait pas, c'est qu'un lanceur d'alerte de la régie du logement se manifesta et raconta une histoire qui brisa leur façade soigneusement construite. Des familles noires, à faible revenu, avaient été expulsées de force, chassées de leur logement, déplacées sur des terrains vagues pour faire place à des projets immobiliers haut de gamme. Et ce n'était pas un incident isolé, c'était une tendance, une action coordonnée visant à anéantir des communautés au nom du profit. Des dizaines de dossiers furent rouverts à la suite de cette plainte civile. Des familles injustement expulsées eurent enfin une chance d'obtenir justice. L'effet d'entraînement s'est propagé bien au-delà du tribunal, et l'indignation du public, alimentée par les réseaux sociaux et l'attention constante des médias sur l'affaire, a atteint tous les coins du pays. Le juge Groves, l'homme qui avait autrefois ri de la douleur d'Ézéchiel, a été suspendu presque immédiatement. L'enquête sur sa conduite a révélé plus de 40 cas de décision partiale, une démonstration stupéfiante de corruption qui couvait sans contrôle depuis des années. Il a finalement été radié du barreau, son nom terni à jamais par le scandale qui avait éclaté sous son sourire arrogant. Pour Elijah, c'était une satisfaction silencieuse qui s'installait dans sa poitrine. Il n'avait besoin ni d'applaudissements, ni de reconnaissance. Sa mission n'avait jamais été de sauver son père, pas au sens où le monde pourrait le croire. Il n'avait besoin ni d'une médaille, ni d'un titre pour ce qu'il avait fait. Ce qui comptait, c'était que la vérité ait été révélée. La lumière avait percé l'obscurité qui couvait dans leur communauté depuis si longtemps. Son père, l'homme qui lui avait un jour prédit qu'il deviendrait une tempête, était devenu une force qui avait forcé le monde à l'écouter. Et Élie avait été là, non pas comme un sauveur, mais comme un témoin, là pour veiller à ce que la vérité ne soit plus jamais obscurcie. Ézéchiel, quant à lui, n'avait pas accepté d'indemnisation. Il ne voulait ni chèque ni pot de vin pour le réduire au silence. Au lieu de cela, il avait pris l'argent de l'indemnisation et l'avait investi dans quelque chose de bien plus précieux, un petit bureau d'aide juridique. Il l'avait ouvert dans le quartier même où il avait été expulsé injustement. La première plaque sur le mur, en lettres grasses, disait « Tu n'as peut-être pas d'insigne, tu n'as peut-être pas de titre, mais si tu as la vérité et une personne pour te soutenir, parfois, c'est suffisant. » Ézéchiel n'avait pas besoin que le monde connaisse son nom. Il n'avait pas besoin d'être riche ou célèbre. Ce qui comptait, c'était qu'il ait trouvé le courage de se lever, de faire ce premier pas vers la justice. Et en fin de compte, c'était tout ce qui comptait vraiment.